Alors, il y a plusieurs points. Est-ce que la baisse des dépenses publiques et est-ce que la hausse des impôts provoque un effet négatif sur la croissance? On le sait parce qu'on l'a déjà pratiqué en Europe dans les années 2010. Ça s'appelait la crise des dettes souveraines. Et en fait, les différents pays, sous l'impulsion de la Commission européenne, de l'Allemagne et de la Banque centrale européenne, ont mené en place ce type de politique. Donc on sait à peu près qu'en fonction du nombre de baisse de dépenses publiques, en fonction de la hausse des impôts, vous avez une baisse de la croissance. Exemple, entre 2012 et 2017, François Hollande était président de la République, il a augmenté les impôts entre 30 et 50 milliards d'euros, et on a eu une baisse de la croissance de 0,8 points, toujours selon l'OFCE. Donc Michel Barnier proposant 20 à 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, il est probable que ça arrive. Pour autant, il y a plusieurs points sur lesquels on devrait s'interroger. La première, c'est que la baisse des dépenses n'est pas véritablement une baisse de dépenses, parce qu'en fait, c'est une hausse supposée auquel on réduit la hausse supposée. En fait, ce qu'il faut comprendre, et pour expliquer à la plupart des gens, c'est qu'en fait, c'est pas 30 milliards d'euros auxquels Michel Barnier arrive dans chaque ministère en disant toi, tu vas me baisser 3 milliards, toi, tu vas me baisser 3 milliards. C'est qu'en fait, les dépenses augmentent structurellement d'un certain nombre de montants, de l'inflation, la hausse des dépenses, etc., et qu'il arrête cette hausse de dépenses supposée pour la réduire. Malgré tout, les dépenses vont augmenter de 2,5% selon vos confrères de l'opinion. L'autre point aussi annoncé, c'est est-ce que la hausse des impôts, qui va être très ciblée si par cas le budget passe tel que le veut Michel Barnier, aura un impact sur la croissance? Est-ce que par exemple, si vous imposez Bernard Arnault d'1 million d'euros de plus supplémentaire, est-ce qu'il va réduire sa consommation d'1 million d'euros de plus ou pas? Dans la mesure où les hausses des impôts sont beaucoup plus ciblées que celles de François Hollande en 2012 qui avait fait ce qu'on appelle un matraquage fiscal, surtout à la destination des classes moyennes, je pense que l'impact sur la consommation sera différent. Notamment, il y a quand même un point sur lequel se base l'étude de l'OFCE, c'est que l'OFCE considère que l'augmentation de la croissance était basée à 1,6 et qu'on va passer à 0,8. Et ils estiment que les mesures de Barnier vont coûter du coup 0,8 points de croissance. Je pense qu'il apparaît illusoire au vu de la croissance européenne que l'OFCE tape sur 1,6 de croissance potentielle au regard quand même une croissance qui est atone dans l'ensemble de la région, du fait que l'Allemagne soit en difficulté, notamment en termes de moteur économique. Donc je pense que malgré tout, dire que Barnier coûte et divise la croissance par deux est quand même un peu exagéré. Louis Samuel, tu souscris? Enfin, sur les dépenses publiques. Oui, mais il y a quand même un paramètre à ce que vous dites, c'est que la négociation de ce qu'on appelle le PS, le pacte de stabilité et de croissance, en fait, c'est là où il faut atteindre 3% de déficit. Et 3% de déficit, c'est que lorsqu'on est rentré dans la zone euro après le traité de Maastricht, on s'est mis d'accord avec nos partenaires européens pour dire qu'on avait ensemble des critères de convergence de dette et de déficit. Donc c'est 60% du dette par rapport au PIB et c'est 3% de déficit. Mais en fait, les critères européens, on les a déjà négociés. En 2012, lorsque François Hollande arrive, il est élu président de la République, il va voir Angela Merkel, il dit le traité Merkozy, à l'époque signé par Nicolas Sarkozy et par Angela Merkel, j'en veux pas, donc je veux renégocier. Et donc, il a fait ce que vous dites, en fait, il a rallongé les délais et finalement, on n'a toujours pas atteint les 3% de déficit, ou encore moins, on a atteint ce qu'on appelle le zéro solde de déficit structurel. Et si par cas vous regardez ces 10 dernières années, la France n'a atteint ses objectifs de 3% de déficit que 2 fois, je crois, les 10 dernières années. Deux années consécutives, sous Emmanuel Macron au début du quinquennat précédent. Et depuis 1974, la France n'a pas présenté une seule fois un budget à l'équilibre. Et pour autant, on a appliqué à peu près ce que vous recommandez continuellement. Ça veut dire que depuis 1974, donc l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, la hausse des dépenses publiques a été continue. On est passé de 33% de dépenses par rapport au PIB à actuellement quasiment 58% maintenant. Le taux de prélèvement obligatoire a explosé et finalement, ça n'a pas empêché l'augmentation des déficits, l'apparition du chômage de masse et l'appauvrissement des Français. Il faut quand même rappeler, moi je cite souvent ce chiffre, en 1980, un Français gagnait autant qu'un Américain, un Allemand, soit environ 12 000 $ par tête. Aujourd'hui, un Français gagne 44 000, 46 000 $ par tête. Un Allemand gagne à peu près 56 000 $ et un Américain gagne 80 000 $. Donc au final, les recettes qu'on appliquait là nous ont conduit dans cette situation qui est celle d'une dépense publique élevée, un taux de prélèvement obligatoire, donc d'impôts et de taxes qui est faramineux, d'une dette publique qui est quasiment irremboursable à l'heure actuelle et qui nous cause aujourd'hui dans cette situation. Donc je ne sais pas s'il faut peut-être changer de logique pour provoquer des résultats qui sont différents. France. Donc c'est vraiment C'est-à-dire une très petite partie de la population. Ah oui, pour poursuivre, après, tout dépendra des amendements qui vont être adoptés, parce que cette fois-ci, Michel Barnier n'a pas de majorité absolue, donc on ne peut pas dire que ça va être ce budget-là qui va être adopté. Mais si par cas c'est ce budget-là qui est adopté, il faut dire que 99,99% des foyers fiscaux ne seront pas touchés par les augmentations d'impôts. Et donc, comme une grande partie de la croissance française repose sur la consommation, notamment sur l'activité économique, mais surtout sur la consommation, il est fort probable que la hausse d'impôts n'ait pas d'impact direct. Là, on peut avoir un effet éventuellement délétère, c'est que les dépenses publiques ont ce qu'on appelle en fait en théorie keynésienne la question du coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'un euro dépensé par l'argent public revient à un certain montant. Avec les effets de mondialisation, l'ouverture des frontières, notamment avec l'Europe, ce taux multiplicateur s'est réduit avec le temps.
Si par cas, je prends un exemple, vous avez un effet auquel vous visez les petites retraites, il est fort probable que lorsque vous avez une petite retraite à 1 000 euros, vous dépensiez tout et vous mettez tout dans votre consommation. Si par cas vous avez une retraite à 5 000, 6 000, il est probable que tout cette montant de retraite n'arrive pas sur la consommation. Donc en fait, c'est quand même compliqué, je pense, à ce stade, de voir quel va être l'impact sur la croissance. Est-ce qu'il sera négatif? C'est certain, ça va être le cas. Tous les budgets dits de rigueur ou d'austérité ont un impact sur la croissance. Par contre, dire que ça va être divisé par de la croissance, je pense que c'est beaucoup plus litigieux. Par contre, ensuite, après, la question, c'est pourquoi est-ce que Barnier fait ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais Barnier fait ça, c'est un méchant type, il débarque et il est là pour couper les ponts de tout le monde et pour couper les caisses de tout le monde. En fait, il fait ça parce qu'il a que des mauvais choix. Soit il fait un budget de rigueur, soit il laisse filer la dette, il laisse filer le déficit, et on arrive à un scénario qu'on appelle le scénario grec. C'est le scénario qui fait peur à l'ensemble de nos partenaires européens. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce stade? Lorsque la Grèce était arrivée, notamment à provoquer la crise des dettes souveraines, en fait, Papandréou, Premier ministre socialiste, arrive et dit: voilà, moi je suis à la tête d'un État qui en fait a un déficit caché. Pour vous rappeler, c'est à peu près ce qui arrive actuellement en France avec ce qu'on appelle le dérapage budgétaire occasionné par le trio Attal, Le Maire et Emmanuel Macron. Et donc on a un déficit caché d'une certaine ampleur. Aujourd'hui en France, on estime qu'il est entre 60 et 100 milliards d'euros. Et donc les marchés financiers s'affolent. Et la dette est obligée d'emprunter pour beaucoup plus cher sur les marchés, ce qui renforce la charge de la dette. Pour donner un exemple, lorsque la Grèce pouvait encore emprunter sur les marchés financiers, ils empruntaient à 20% de dette. Pour calculer très simple, ils avaient plus de 100% de dette. Donc si par cas vous avez 20% de charge de la dette, vous payez 20% de votre PIB en taux d'intérêt. Mais si vous payez 20% de votre taux d'intérêt sur votre PIB, ça veut dire que vous n'avez plus de sécurité sociale, vous n'avez plus d'éducation, vous n'avez plus de ça, etc. Vous n'avez plus de dépenses militaires, etc. Or, un État ne peut pas se permettre d'avoir ça dans la mesure où maintenant nous n'avons plus la maîtrise de notre politique monétaire. Avant, quand vous étiez dans les années 30, les années 40, c'était à peu près simple. Lorsque vous arrivez à 20 ou 30% de charge de la dette, en fait, vous imprimez des billets pour compenser cette chose. Mais à partir du moment où vous avez transféré votre politique monétaire à la zone euro, c'est plus la France, c'est plus la Banque de France qui imprime des billets, c'est la BCE. Or, maintenant, nous sommes solidaires maintenant avec nos partenaires européens. Il faut expliquer aussi que la Grèce, qui à l'époque pesait 2% du PIB européen, a fragilisé l'ensemble de la zone. On a eu 10 ans de croissance atone. Donc imaginez la France, qui est le deuxième pays européen, qui ferait éventuellement faillite, je pense que ça provoquerait le démantèlement de la zone euro. Ouais, il y a une différence, par exemple. Moi, je ne dis pas que le modèle américain est meilleur que le nôtre, mais ils ont fait un choix de modèle qui est différent. Je vais illuster par quelques chiffres. Avant la crise financière de 2008, un Américain gagne à peu près autant qu'un Européen. On avait à peu près le même PIB. Maintenant, si vous gardez le salaire moyen d'un Français, c'est 1 850 euros. Le salaire moyen d'un Américain, c'est 5 000 $. Donc forcément, vous pouvez vous permettre plus de dépenses en termes de santé, etc., parce que vous gagnez beaucoup plus. Je ne sais pas si les gens dans le chat ou ici, des gens sont partis aux États-Unis, mais actuellement, quand vous partez à New York, vous êtes quelqu'un de pauvre. Il faut quand même rappeler que lorsque un Américain vient ici, notamment c'était le cas pour les concerts de Taylor Swift, ils venaient en Europe parce qu'ils considèrent que c'est un pays déclassé. Donc c'est beaucoup moins cher pour eux en termes de dépenses. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont plus de loisirs, etc., comme ce que faisait un Européen lorsqu'il partait dans des destinations beaucoup plus exotiques, en se disant grâce au pouvoir d'achat, grâce au taux de change, eh ben, on pouvait avoir des vacances et des loisirs qui étaient beaucoup plus importants. Sur la question, je pense, du service public, il y a quand même une question qui est posée. C'est notamment, je pense, aux déclarations du président de la République à l'époque qui avait fait scandale. Emmanuel Macron, je ne sais pas si l'enregistrement avait été spontané ou pas, avait dit on dépense à pognon de dingue et les gens sont toujours de plus en plus pauvres. Il y a quand même une situation qui doit être remarquée. Oui, il est permis de penser que c'était un peu à dessein. C'était un peu à dessein, je pense. Je pense aussi comme vous. Lorsqu'on compare, le général de Gaulle, en 1965, à peu près 10 à 10-15% de dépenses sociales par rapport au PIB. Nous, actuellement, on a 33% de PIB. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 le niveau de dépenses sociales. Pour autant, il y a quand même des chiffres qui sont alarmants. On dépense de plus en plus d'argent pour aider et pour contribuer à la solidarité nationale, mais il y a 10 millions de pauvres. Il y a à peu près 10% de la population qui n'arrive pas à manger 2 à 3 fois par jour. Et en plus, on demande à Bernard Arnault et aux autres fortunes de contribuer au Resto du Cœur pour donc contribuer à la solidarité nationale. Donc il y a quand même un point où je pense que beaucoup de gens se posent des questions en se disant peut-être que cette fois-ci, plutôt que de faire les remèdes qu'on a à contribuer dernièrement en augmentant continuellement les impôts, en augmentant continuellement les dépenses publiques, peut-être qu'on doit faire des chemins qui sont différents. Si par cas, je reviens sur ma donnée qui est le PIB par habitant, qui pour moi est le meilleur indicateur parce que ça permet de voir à quel point les gens sont riches. En 1980, on avait à peu près le même PIB. En 2005, on avait à peu près le même PIB entre l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, on applique à peu près les mêmes remèdes et donc on peut voir la différence entre les Allemands et les États-Unis. Quand on regarde les PIB qui ont le plus augmenté, donc par tête, les gens qui sont le plus enrichis, c'est ceux qui ont la part de l'État qui est la moins importante. Les États-Unis ont ceux qui ont l'État qui se retire le plus, notamment qui est moins investi dans le marché. Mais c'est eux qui sont les plus riches, avec un salaire moyen de 5 000 à 6 000 euros par personne. Il faut quand même comprendre que quelqu'un qui est employé de bureau aux États-Unis peut gagner 5 000 $.
ce qui est énorme quand même pour quelqu'un en situation moyenne. Si la France était un État américain, ce serait le 48e État le plus riche derrière l'Arkansas. Donc il y a quand même des questions qui se posent. Les Allemands sont plus riches que nous parce que la part de l'État allemand est beaucoup moins importante. Donc je pense qu'au-delà du choix de Barnier, se pose quand même le choix du modèle. Et je pense que pour cette fois-ci, on voit bien notamment que les Français, à la différence de Hollande en 2012 ou de Sarkozy en 2011, font confiance à Barnier pour redresser les comptes publics parce qu'ils savent peut-être que c'est la seule solution pour enfin sortir la France de ce qu'on appelle le mal français. Une question dans le chat, alors sur un thème qui est voisin, on aurait peut-être pu commencer. Il y a quand même plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'il faut distinguer ce qui relève d'une faute pénale et ce qui relève de l'incompétence. Si par cas vous mettez une commission d'enquête contre tous les politiques dits incompétents, à ce moment-là, vous mettez quasiment la moitié du temps le Parlement en situation de haute cour de justice. Le point essentiel qui doit être posé, c'est à quoi sert le Parlement. Le Parlement est là, selon la Constitution et selon la séparation des pouvoirs, pour contrôler l'action du gouvernement. Donc il s'agit de dire que, comme on ne peut pas faire de contrôle en même temps, on fait du contrôle a posteriori. Donc le Parlement est chargé d'évaluer si Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou à l'époque Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont menti, ont caché quelque chose et ont caché un dérapage budgétaire. Ensuite, si par cas ils ont commis une faute pénale, à ce moment-là, c'est la justice qui se saisira. Mais sur la situation politique qui est celle de l'incompétence, en démocratie, c'est le peuple qui est souverain et la sanction est électorale. C'est-à-dire que si par cas les Français considèrent qu'ils ont été incompétents, c'est à eux de s'exprimer en votant contre leur politique et en renouvelant pas leur mandat lors de prochaines élections. Louis Samuel. On avait peut-être, à titre personnel, mais je n'en dirai pas plus, mais dans une vie... Pas sur la question qui est posée, est-ce que ça peut mener à la destitution? Le problème, c'est la composition de l'Assemblée et du Sénat qui n'encourage pas la destitution au motif de l'article 58 de la Constitution. Le point essentiel, c'est est-ce que le résultat de la commission d'enquête et les informations que nous aurons donneront un motif, notamment à la France insoumise, de renouveler une nouvelle procédure de destitution. C'est-à-dire que si par cas on apprend que le président de la République a refusé de faire un budget rectificatif et que c'est lui qui s'y est opposé pour des raisons politiques et non pas des raisons économiques, ça veut dire qu'en fait il a sacrifié l'argent du contribuable à ses fins personnelles. Et je pense que la France insoumise peut s'en servir, notamment sous l'impulsion d'Éric Coquerel et de Jean-Luc Mélenchon, pour dire, voilà, Emmanuel Macron n'agit pas pour l'intérêt des Français, c'est un nouveau motif de procédure de destitution. Ensuite, après, qu'elle passe ou pas, je pense qu'elle passera pas en raison de l'importance des Républicains au Sénat, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça pourra alimenter une procédure de destitution. L'autre point aussi, c'est notamment la question de la motion de censure. C'est-à-dire que si par cas on apprend que le gouvernement précédent a été insincère, il faut quand même rappeler que le ministre de l'économie et des finances fait partie de la même majorité que celui de la majorité sortante. Donc Antoine Armand a succédé à Bruno Le Maire qui est lui-même de Renaissance et Laurent Saint-Martin est également de Renaissance. Si par cas on apprend qu'il y a eu des dérapages financiers, est-ce que ça ne donnera pas un motif suffisant à Marine Le Pen? Michel Barnier a une situation difficile. Je pense que personne n'aimerait être à sa place. Il faut quand même se poser les questions. Effectivement, peut-être que les gens ne veulent pas voter de budget, mais quelles seront les conséquences d'un nouveau vote de budget? Ça arrivait que 2 fois en France, en 1962 et en 1974, et on avait à l'époque des lois spéciales pour pouvoir organiser les impôts et les recettes. Et je ne sais pas si les gens veulent ce qu'on appelle un shutdown à l'américaine et une crise de confiance avec un chaos politique, un chaos financier. C'est-à-dire que si un budget n'est pas voté ou voir si Michel Barnier est renversé, on n'aurait ni gouvernement ni budget. Ça veut dire comment on fait pour payer les fonctionnaires, les retraites, etc. On arrive dans l'inconnu et je ne sais pas si les Français actuellement ont besoin d'inconnu dans une période d'instabilité. Audrey, le mot de la fin. Moi, je pense que l'exercice